Bonjour à tous, bienvenue à la séance numéro 9. On va débuter aujourd'hui le bloc 3 de la session. Donc, les cours 1 à 4, c'était le bloc 1, introduction à la programmation côté client. Ensuite, bloc 2, c'était les cours 5 à 8, la programmation JavaScript. On est toujours du côté client. Et là, dans le bloc 3, les cours 9 à 11, on va regarder la programmation côté serveur, qu'on appelle aussi souvent le back-end, ainsi que tout ce qui est base de données. Les bases de données, ça sera au cours 10, et le cours 11, c'est un récapitulatif du bloc 3. Donc, séance 9, on regarde le back-end, la programmation côté serveur, et on va se servir spécifiquement du langage PHP dans le cadre du cours. On va voir qu'il y a d'autres options, là. On y arrive dans quelques minutes. Alors, comme je viens de dire, on démarre aujourd'hui le bloc 3. Les thèmes pour le cours numéro 9, il va y avoir 4 capsules vidéo, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Alors, j'ai ici la diapo, j'ai aussi le code d'ouvert dans mon Sublime Text. On va faire une introduction au PHP et on va aussi voir la commande echo. Donc, tout ce qui est 2.1, ça sera une intro assez haut niveau. On va aussi justifier pourquoi est-ce qu'on a choisi PHP dans le cadre du cours. On aurait pu prendre Ruby, on aurait pu prendre Java, qui n'est pas JavaScript. Okay, faites attention. On aurait pu prendre C# avec le framework ASP.NET. Donc, il y aurait eu plein d'options. Ensuite, en 2.2, on va parler des différents types de données. Donc, on a déjà introduit l'idée des types de données en JavaScript, les chaînes de caractères, les données numériques, les booléens. On a parlé de tableaux aussi. Et on a parlé d'objets, ça, on n'en parlera pas tout de suite en PHP, on en parlera au cours 11. On a parlé de différents types de données en JavaScript. On va voir l'équivalent syntaxique en PHP, ainsi que les variables. Okay? Les variables qui sont nos contenants dans lesquels on va stocker des données. En 2.3, ce qui correspond à la passée 3 ici dans les diapos, on va voir comment PHP nous aide à générer dynamiquement du contenu. En fait, comment on peut faire cohabiter le PHP et le HTML pour générer du contenu qui est livré à notre client. Alors, avec un seul algorithme, et on fera une démonstration dans peu de temps, là, sans être rendu même au bloc 3, vous verrez ce que ça veut dire. Avec un algorithme, on est capable de générer des résultats différents avec des paramètres en entrée qui vont varier. Alors, on verra quelle forme ça prend en 2.3. Et en 2.4, ce qui correspond à la passée 4, on va regarder les conditions en PHP. Les conditions en PHP s'expriment avec un if-else. La syntaxe est très très similaire au JavaScript. Mais l'idée qui se répète avant tout, c'est l'idée algorithmique de la condition. On a vu qu'il y a 3 blocs unitaires en algorithmie. On est capable de définir n'importe quel algorithme avec ces 3 blocs-là. La condition, la répétition et la séquence. Bon, on verra la condition aujourd'hui. On reparlera de la répétition, les boucles au cours 11. Et tout ce qui est séquence dans le cadre du cours, on voit ça à haut niveau. C'est juste une question d'écrire les instructions dans l'ordre pour lequel on veut exécuter notre code. Il y a d'autres techniques plus avancées. On peut utiliser des fonctions qu'on appelle ou d'autres choses comme ça. Des points de rupture, peu importe. Mais là, ici, on va voir la séquence dans sa forme la plus simple. La passée 5 sera intégrée à 2.4. Donc 2.4, on aura les conditions et l'ouverture. Alors ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Donc bienvenue dans tout ce qui est PHP, back-end. Petite diapo pour débuter. On va justifier le choix de PHP parce que c'est un langage qui a malheureusement un certain historique négatif. Et une des raisons, c'est que PHP est devenu extrêmement populaire dans les années 90 pour créer des pages web. Et cela, même si c'était utilisé par certaines personnes qui n'avaient pas de formation officielle en programmation. Alors, il y a eu toutes sortes de techniques un peu, un peu simplifiées ou un peu, c'était fait un peu à l'arrache pour monter des sites web avec du PHP. Alors, malheureusement, dans la programmation, dans la communauté de programmeurs, il y a eu une perception négative du PHP comme quoi c'est en anglais un toy language, un langage jouet qui nous permet juste de monter des sites à l'arrache, qui ne nous permet pas vraiment de faire quelque chose de propre. Et c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu comme ça. Mais là, j'ai 3
3 liens que je veux vous présenter. Alors, regardons ça ensemble. Le premier lien que je veux vous présenter, c'est la popularité de PHP. Alors, c'est pas parce que quelque chose est populaire que c'est nécessairement bon. C'est pas ça que j'essaie de faire comme corrélation, mais j'essaie de vous montrer qu'en apprenant PHP, vous allez apprendre un langage qui est répandu dans le domaine web. Je ne suis pas en train de vous montrer ici là, Erlang ou Perl qui va vous servir de manière exceptionnelle. Okay? Je suis en train de vous montrer un langage qui est répandu en programmation web et on voit que 79% des sites dans le top 10 millions, okay, ça ici c'est pour le top 10 millions des sites les plus fréquentés, 79% des sites, des applications sont construits ou construites avec PHP. On voit ici que ça chute vraiment rapidement à 10% avec ASP.NET. ASP.NET, on peut penser à ça comme du C#, C avec un dièse. C'est un framework qui est construit sur un langage. Ruby avec 3.7. Donc, Shopify utilise Ruby pour le back-end. De mémoire, GitHub aussi, Airbnb. Donc, quand même des gros sites qui utilisent Ruby. Java 3.4 et après ça, on est sous la barre des 2%. Alors, PHP avec 79, extrêmement populaire. Ensuite, deuxième remarque que je veux faire, c'est que ça serait facile de dire, OK, mais dans le top 10 millions des sites, ce sont les 79% les moins fréquentés qui sont avec PHP parce que c'est pas bon et après ça, on tombe dans des meilleurs langages back-end. Alors, ça pourrait être un peu une remarque qui est faite, mais si on vient ici dans le top 13 qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 13 sites, les 13 applications les plus fréquentées. Ici, on voit Google qui avec 1,6 milliard de visiteurs uniques par mois. Là, c'est un nombre gigantesque. Alors, dans le top 13, on voit que PHP se retrouve à plusieurs endroits. Entre autres avec Facebook. Facebook qui a commencé avec PHP, ensuite développé une version compilée de PHP. Sinon, PHP, c'est un langage interprété à la base. Alors, version légèrement différente, mais il reste que c'est la même syntaxe. Yahoo, PHP pour le back-end. Wikipédia, WordPress. Et là, vous avez en bas la table là, de toutes les applications. Google qui a un peu de PHP, Facebook, Yahoo, Wikipédia qui a été monté pratiquement exclusivement en PHP. WordPress aussi. Okay, donc WordPress, c'est le moteur derrière environ 25% des blogs, des applications web qu'on retrouve. Alors, c'est pas un hasard si le pourcentage est aussi élevé ici, là, qui est déjà avec WordPress, on va chercher 25% des sites. Okay, donc, je vais vous montrer ici, PHP, ce n'est pas juste pour les petits sites avec peu de visiteurs, c'est utilisé même pour des applications avec un très, très haut volume. Dernier lien que je vais vous présenter, c'est un peu le c'est un peu le positionnement, là, donc le market position de PHP. On peut voir que PHP se retrouve dans l'axe des X comme étant le langage utilisé par le plus de sites. Par contre, dans l'axe des Y, ce qu'on essaie d'exprimer, là, et ça à prendre avec un grain de sel, c'est que PHP, c'est pas nécessairement le langage pour lequel on va avoir un réflexe de dire « Ah, c'est parfait pour un site à haut débit. Okay? » Donc, Java serait peut-être un meilleur choix si on veut développer une application à très, très haut volume de visiteurs. Mais là encore, comme j'ai dit, ça à prendre avec un grain de sel parce que si on regarde dans le top 13, PHP se retrouve, oublions, disons, la version compilée là, pour Facebook, se retrouve pour Yahoo qui a quand même 750 millions d'utilisateurs ou de visiteurs uniques par mois. Alors, avant de développer une application qui est contrainte par le potentiel ou par des limites technologiques de PHP, je pense que vous avez quand même une certaine marge. Alors, je tenais à vous montrer ça. Okay, un peu pour justifier le choix, j'ai déjà eu des commentaires aussi d'étudiants qui travaillent dans des boîtes de développement web ou qui ont des collègues qui sont programmeurs et qui disent « Ah, PHP, c'est les années 90, c'est pas bon, maintenant c'est Ruby, c'est Node.js. » Je suis pas en train de dire que ces autres choix-là ne sont pas bons. Okay, c'est pas ça que je dis non plus. Je suis en train de dire que PHP, c'est un excellent choix pour une introduction à la programmation serveur.
Et dernière chose que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que PHP, c'est le langage back-end qui est le plus facile à apprendre pour des gens qui ne souhaitent pas devenir des programmeurs. Si on avait regardé Java ou C#, il aurait fallu introduire ce qui s'appelle le static typing en anglais, le typage statique, où on doit déclarer nos variables avec un type. Et ça, déjà là, c'est une plus grosse barrière à l'entrée. Aussi, tout ce qui est cohabitation ou PHP et HTML, ça rend extrêmement simple le développement, extrêmement simple, ça rend beaucoup plus simple le développement d'algorithmes contrairement à d'autres langages. Il y a quelque chose que j'aurais peut-être voulu vous mentionner, mais c'est une remarque sur le bloc 2. Donc, je vais juste remettre ici le petit tableau. On peut voir les différents choix pour le back-end. Okay? Donc, Java, Python, Go, C++, C, etc. J'attire votre attention ici pour ce qui est programmation front-end, donc côté client. Et vous voyez qu'il n'y a que JavaScript, à part ici Google, on voit TypeScript. TypeScript, c'est simplement, je dis ça simplement, j'essaie de le simplifier, là, mais c'est du JavaScript pour lequel on a ajouté du typage statique. Alors, je vous disais qu'il y avait du typage statique avec Java, avec C# ou avec C++. JavaScript, okay, comme on l'a appris dans le cadre du cours, c'est un langage pour lequel le typage est dynamique, on n'a pas besoin de déclarer le type. TypeScript, c'est ce qu'on appelle un superset. Donc, ils ont pris JavaScript et, de mémoire, c'est Microsoft. Microsoft a ajouté le typage statique, ce qui fait en sorte qu'on doit compiler le langage. Bon, tout ça, ça dépasse le cadre du cours. Et au final, ça reste du JavaScript, mais avec un typage statique. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune alternative pour le front-end, du moins pour l'instant. Il y a des langages qui sont en train d'être explorés. Mais tout ce qu'on a vu à date, HTML pour la définition de la structure de la page, le langage balisé, CSS pour styliser nos éléments, donc l'apparence de notre page, et JavaScript pour l'interactivité. Donc, il n'y a pas aucune alternative pour ces trois langages-là. On n'a pas le choix de les apprendre et tout le front-end est fait avec ces langages-là. Maintenant, pour le back-end, il y a une grande quantité de choix. Alors ça, je tenais à faire la remarque aussi, là, les trois premiers langages qu'on a appris, HTML, CSS, JavaScript, il n'y avait aucune autre alternative. Parfait, donc on continue ici, on continue la mise en contexte un petit peu avant de sauter dans le code. En rappel, le tiers de la logique d'affaires, qu'on va aussi appeler programmation serveur ou programmation back-end quand on prend un anglicisme, ça nous permet, je vais le lire ici, d'effectuer la coordination de l'application, la prise de décision, effectuer des calculs s'il y en a. Aussi tout ce qui est gestion des requêtes et des commandes. Donc, les requêtes de l'utilisateur, mais aussi les requêtes vers la base de données. Alors, permet de générer dynamiquement le contenu. On va vraiment analyser ça ensemble aujourd'hui. Et c'est le pivot ou l'intermédiaire entre le tiers de présentation et le tiers de données. Alors, simplement dit, d'un point de vue séquence, on a un utilisateur qui travaille avec notre application web dans son navigateur. Alors, imaginez la personne est dans Chrome ou dans Safari, consulte votre application, ça c'est dans le client, dans le navigateur, veut interagir avec le serveur. Donc, la personne peut, je ne sais pas moi, remplir un formulaire ou simplement prendre une action, vouloir acheter un item en appuyant sur un bouton. Parfait. Cette requête-là est envoyée au serveur. Le serveur reçoit la requête et là peut effectuer toutes sortes d'actions. Peut valider si l'utilisateur est connecté. Peut valider si l'utilisateur a les droits pour prendre cette action-là. Peut valider si, je ne sais pas moi, l'item est en stock. Donc, le serveur a reçu la requête, peut au besoin consulter la base de données parce que le serveur a accès à la base de données tandis que le client, quand je dis le client, ça peut être un navigateur web, mais ça peut être un mobile aussi. Le client, lui, n'a pas accès directement à la base de données. Donc, le serveur peut parler avec la base de données, comme on verra au cours 10, envoyer une requête de sélection, mettre à jour la table, supprimer une ligne, insérer une ligne. Okay, donc, peut prendre ces actions-là. Peut aussi recevoir un jeu de données en retour. Exemple, si le serveur a dit « Envoie-moi tous les items en spécial ». Parfait, la base de données reçoit la requête, retourne un jeu de données au besoin. Et là, le serveur peut encore faire du traitement sur ces données-là,
je sais pas, peut filtrer, peut faire autre chose, et ensuite va générer dynamiquement une réponse. Okay? Cette réponse-là est envoyée au client nouveau. Alors, il y a cette séquence client vers back-end ou serveur, serveur vers base de données au besoin, la base de données qui retourne un jeu de données au besoin et le serveur qui renvoie la réponse finale. Alors, à chaque fois qu'on interagit avec le serveur à partir du client, on a ce jeu-là, cette interaction-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par génération dynamique? Comment est-ce que le back-end peut nous aider avec ça? Ce que j'ai fait, j'ai chargé ici, dans mon navigateur, une première version d'une application que j'ai appelée All Albums, donc des albums de musique. Et ça, c'est la version statique. On voit 4 cartes Bootstrap. Okay, ces 4 cartes-là représentent 4 albums différents. Un de Céline Dion, Dr. Dre, Elton John, Petit Biscuit. Et là, on a une page. Si on venait la consulter, on serait capable de la comprendre. On a tout vu, ce matériel-là. J'ai mis un peu de style en ligne. J'ai mis, comme ici, un style avec une largeur de 100%. Au lieu d'extraire ça dans un fichier CSS, pour une raison simple, je voulais tout garder dans la même page pour que ça soit facile à lire. Et là, vous voyez ici, on a un lien vers Bootstrap. On a un container. Donc, on a mis en place tout ce qu'il faut pour une rangée de grilles. On a des colonnes de 3 unités chacune. Bon, là, je ne vais pas revenir sur toute cette matière-là du cours 4, mais on aurait pu juste écrire colle partout et ça aurait aussi fait le travail pour que la largeur soit déterminée dynamiquement par Bootstrap. Mais bon, peu importe. On a nos cartes. OK, on reconnaît ça. On a une image qui pointe vers un album, une image album plutôt, le titre, la description. Donc, on reconnaît tout ça. Et on a nos 4 albums. Parfait. On est heureux du résultat. Mais là, demain matin, on veut offrir une nouvelle fonctionnalité. On veut permettre à nos utilisateurs de voir juste certains albums. Exemple, tous les albums de Céline Dion. Parfait. Pas compliqué. On prend notre code, on vient créer un nouveau fichier et on l'appelle album Céline seulement. Et là, on a enlevé les autres cartes. On a seulement la version avec, ou plutôt on a la version avec seulement l'album de Céline Dion. Je reviens ici, code statique, je vais ouvrir la page et on voit le fichier album Céline seulement avec seulement du HTML aussi et ça fonctionne très bien. On a juste la carte de Céline Dion. Good. Maintenant, prochaine étape. J'aimerais ça offrir à mes utilisateurs la possibilité de filtrer par langue. Les albums en français ou francophone et les albums anglophones. Donc là, je dois venir ici, créer un nouveau fichier. Et là, j'ai commencé à le faire. Album anglophone.html. Je vais prendre tout mon contenu ici. Je vais le coller. Et là, je dis, OK, Petit Biscuit, ça, c'est francophone. Je l'enlève. OK, parfait. Ensuite, Dr. Dre anglophone, Elton John anglophone, Céline Dion, l'album 2, okay, parce qu'il y a des albums en français et en anglais. Celui-là, c'est en français, alors je l'enlève, je sauvegarde, j'ouvre ma page et ça a fonctionné. Okay, ça a fonctionné, mais je pense que vous voyez le problème. Si ensuite je veux offrir une navigation qui est par type de musique, donc le rap, le pop, le rock, là je dois créer une nouvelle combinaison. Et je me retrouve à créer une tonne de fichiers qui me permettent de faire une tâche qui est simple. La tâche, c'est que je veux afficher un ou plusieurs albums. Mais là, je dois dupliquer mon code. Pourquoi? Parce que j'ai des fichiers qui sont statiques. Okay? Ces fichiers-là ne me permettent pas de fournir des paramètres et de dire que je veux faire varier le résultat final en fonction de ces paramètres-là. Et quand je dis faire varier, c'est ce qu'on va appeler dynamique. Okay? De la génération de contenu dynamique. Tout ce qu'on a vu avec le HTML et le CSS, c'est purement statique. Oublions le JavaScript pour l'instant, parce que c'est vrai qu'avec du JavaScript, on pourrait arriver à générer ceci dynamiquement. Mais oublions-le pour l'instant. Ce qu'on a vu du JavaScript,
c'est l'ajout d'interactivité entre des composantes. Quand je clique ici, ceci apparaît. Quand je passe ma souris ici, ceci glisse et ceci change de style. Okay? Donc, on a vu l'interactivité entre les composantes. On n'a pas vu le JavaScript comme étant un langage qui nous aide à générer dynamiquement du contenu, mais ça pourrait être le cas aussi. Je dirais qu'au courant des dernières années, la ligne entre le back-end et le front-end, le JavaScript, est de plus en plus floue, okay, en ce qui a trait à la génération dynamique de contenu. Pourquoi? Parce que les navigateurs sont de plus en plus puissants. Bien, pas les navigateurs, mais les machines sont de plus en plus puissantes. Alors, on peut exécuter du code front-end de manière beaucoup plus rapide, ce qui donne un meilleur feeling, une meilleure expérience utilisateur. Alors, ceci étant dit, okay, oublions le JavaScript. On ne peut pas arriver à créer quelque chose de dynamique avec du HTML et du CSS seulement. Maintenant, je ferme la démo statique et je vais venir dans la démo dynamique. Et là, c'est un petit peu compliqué à lire parce qu'on n'a pas encore vu quoi que ce soit en PHP. J'inclus un fichier de données. Ce fichier-là, en fait, serait un appel à une base de données éventuellement. Mais là, je l'ai, en anglais, on dit hard-codé, je l'ai tapé à la main. Dites-vous que ceci arriverait d'une requête SQL vers une base de données et on va en parler plus tard. Alors là, j'ai mes 4 albums, j'ai des propriétés, l'artiste, le Artist ID. Vous voyez, on a des clés, des valeurs, ça devrait vous rappeler quelque chose, mais tout ça, on en parlera au cours 11. Donc, j'ai mes données, parfait. Et ensuite, j'ai un algorithme ici, un algorithme qui va me permettre de filtrer par artiste. Je pourrais offrir un autre algorithme de filtrer par genre de musique, rap, rock, pop. Je pourrais offrir aussi la possibilité de filtrer par langue, francophone, anglophone, espagnol, peu importe. Et ici, dans mon code, que ça c'est du code où j'ai une cohabitation entre le PHP et le HTML, je vois que j'ai une seule carte. Une division de 3 unités à l'intérieur avec une seule carte. Et là, ici, plutôt que d'avoir le nom de l'artiste et le titre de l'album, j'ai des variables. Et ces variables-là peuvent prendre des valeurs différentes, ce qui rend mon algorithme dynamique. Ici, j'ai une boucle. Et on a vu la boucle for en JavaScript. On a aussi parlé de la syntaxe for of. On a dit que c'est facultatif. Ici, en PHP, au cours 11, on va introduire la boucle for each, qui nous permet de traverser un tableau simplement. Alors, ce que je fais ici, c'est que je parcours mon tableau d'album. Je récupère une variable ici qui reçoit chacun des albums à tour de rôle et j'affiche une carte par album. Alors, si j'ai un seul album dans mon tableau, je vais afficher une seule carte. Si j'en ai 50, j'aurai 50 cartes Bootstrap qui sont générées dynamiquement pour moi. Et le contenu de l'album ici est filtré avec une certaine fonction et filtré en fonction des paramètres qu'on va fournir. Et je vais vous montrer comment on peut fournir ces paramètres-là, mais il y aurait plein d'autres manières. Là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'algorithme rend dynamique notre génération de contenu. Alors, je viens dans, ici, le nouveau lien, code dynamique avec PHP. Je rafraîchis la page. Je vois à nouveau mes 4 albums. Okay? Et ça, c'est le résultat de l'algorithme que je viens de vous montrer. Maintenant, les paramètres qui vont me permettre de filtrer, et là, ça, c'est moi qui ai défini ça comme ça. Vous auriez pu prendre une autre approche, une autre architecture. Si je spécifie, ça s'appelle une query string, une chaîne de requêtes en français, j'imagine. Si je viens spécifier le ID des artistes dans mon URL, artiste est égal à 1,3. Avec mon algorithme ici, je récupère les ID, donc 1 et 3, et je filtre mes albums pour seulement récupérer les albums pour lesquels le Artist ID correspond à une des options que j'ai passées. Et là encore, j'insiste, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez comprendre le détail de chacune des fonctions, c'est quoi le $get, c'est pas ça que je vous dis, je vous explique juste comment le PHP peut nous aider à rendre dynamique nos
algorithmes de génération de contenu, ou nous aide à définir ces algorithmes-là. Alors, 1,3, j'appuie Enter, et sans changer quoi que ce soit à mon HTML et à mon PHP, sans toucher à l'algorithme, tout ce que j'ai fait, c'est donner de nouveaux paramètres en intrant. Je réussis à avoir un résultat différent. Si j'avais dit 1 et 4, Céline Dion, Petit Biscuit. Alors là, je suis en mesure de filtrer par ID de l'artiste. Je pourrais développer un nouvel algorithme, comme j'ai dit tantôt, qui permettrait de filtrer par genre. Alors, je pourrais dire, j'ajoute une nouvelle clé dans chacune de mes structures clés-valeurs, le genre, et là, je dis, je veux que ça soit français pour, disons plutôt pop, là, ça c'est pas la langue, c'est le genre, et ajouter le genre pour les 3 autres albums, et ensuite développer un algorithme qui me permet de filtrer par genre. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait ici, je l'ai fait par ID d'artiste. Okay, mais vous voyez, je le montre à nouveau, que si je veux générer un nouveau contenu final, j'ai juste à modifier des paramètres et ce qui est généré, le contenu est dynamique et il peut différer en fonction de ces paramètres-là. Ça n'était pas possible avec le HTML et le CSS. Alors, exemple numéro 1, et gardez ça en tête quand je vous parle de génération dynamique de contenu. Exemple numéro 1, ce que le PHP ou un langage back-end en général nous permet d'accomplir. Ça nous permet d'accomplir beaucoup plus de choses. On pourrait se connecter à une base de données, envoyer des requêtes, mettre à jour. On pourrait mettre en place des mécanismes d'authentification pour voir si un utilisateur est connecté. On pourrait faire du traitement de données, de la cryptographie. On pourrait faire plein de choses avec du back-end. Mais dans le cadre du cours, ce qu'on va faire avant tout, c'est générer un résultat de manière dynamique. Donc ça, c'était la démo globale. Ici, un schéma qui vient un peu résumer l'idée de dynamisme, qui n'est pas la même idée que l'interactivité. Quand j'ai commencé à enseigner le cours, malheureusement, je pense que je ne rendais pas ça assez clair. J'appelais l'interactivité du dynamisme. Mais l'interactivité, c'est vraiment comment un élément ou une composante va avoir un impact sur une autre composante dans le front-end. Alors, je répète, là, je saisis du texte ici, je veux faire apparaître une bannière, ou je clique sur un bouton, quelque chose disparaît. Ça, c'est l'interactivité des composantes. Ici, le dynamisme, dans le sens de génération dynamique, c'est qu'on est en mesure de fournir des paramètres. Et si on fait varier les paramètres, le résultat final est différent. Les paramètres, ça pourrait être simplement, c'est qui l'utilisateur qui est connecté en ce moment. Donc, si on a un utilisateur qui est un membre de notre gym, on affiche les cours auxquels il ou elle a assisté. Si l'utilisateur n'est pas membre de notre gym, alors on affiche un formulaire qui permet à l'utilisateur de s'inscrire. Exemple. Donc, voici. Je pense qu'on a donné beaucoup de contexte sur le PHP, pourquoi on a choisi le langage, à quoi nous sert le back-end, ou du moins dans le cadre du cours. Là, comme j'ai dit, le back-end, c'est beaucoup plus large que ça dans la vraie vie, dans le cadre du cours. Alors, on serait rendu à faire une démonstration de code. Et là, on va faire le traditionnel Hello World. C'est ce que les développeurs utilisent souvent, c'est peut-être rendu un gag plus que d'autres choses, pour démontrer un nouveau langage, un nouveau framework, une nouvelle technologie. Alors, première chose à faire, vous devez avoir installé et configuré MAMP sur Mac ou XAMPP sur PC. Alors, si ce n'est pas déjà fait, retournez aux capsules qui vous ont été fournies pour installer et configurer XAMPP et MAMP. Donc, ça, je ne vais pas en parler dans le cadre de la séance d'aujourd'hui. Une fois que vous avez lancé MAMP, vous pouvez cliquer sur XAMPP, Open Web Start Page, ça va charger automatiquement en fait. Et là, vous allez atterrir sur la racine, je vais revenir en arrière, sur la racine de votre dossier que vous avez fourni en paramètres pour MAMP ou XAMPP. Alors moi, j'allais dans le cours 9, pendant la séance, intro PHP, et je vais aller dans la démo. Et là, pour l'instant, dans la démo, je n'ai que description.txt. Là, on a déjà parlé au cours 1 et 2 avec le HTML. Je vais fermer ceci.
On a déjà parlé du rôle d'un fichier qui s'appelle index.html ou index.php, mais je tiens à le rappeler rapidement parce qu'avec PHP, ça va être encore plus important de bien comprendre ça. Alors, si je crée un fichier ici dans démo, vous voyez la description, c'est ce que je vois dans mon navigateur. Si je cliquais ici, ceci correspond à ceci. Si je viens créer un fichier qui s'appelle n'importe quoi d'autre que index.html ou index.php. Exemple, je crée un fichier qui s'appelle test.php. Et là, je mets n'importe quoi à l'intérieur. Je sauvegarde. Quand je vais rafraîchir mon dossier, là, je suis dans cours 9 pendant la séance 2.1 démo. Je suis exactement ici. Okay? Vous voyez d'ailleurs que ça correspond. Quand je rafraîchis ma page, je vois mon arborescence et je peux cliquer sur test.php pour que mon serveur interprète le contenu de mon fichier PHP et me livre le résultat final. C'est un processus qui est très, très différent que les fichiers HTML où on double-cliquait sur le fichier pour l'ouvrir. Ici, là, tout ce qui est PHP doit être interprété par un serveur. C'est pour ça qu'on a démarré notre serveur, qu'on a placé nos fichiers dans un endroit spécifique, qu'on accède aux fichiers par ce qui s'appelle un serveur local, un localhost. Mais tout ça pour vous dire que si j'ai appelé mon fichier autrement que index.html ou index.php, je vais continuer de voir le contenu de mon dossier et je vais pouvoir cliquer sur un fichier. Par contre, je rafraîchis la page pour que vous voyez bien. Dès que je vais créer un fichier qui s'appelle index.html ou ici, on va travailler avec des extensions PHP. Dès que je vais créer un fichier index.php, lorsque je vais rafraîchir ici l'affichage pour le dossier démo, qui contient maintenant un index.php, je ne verrai plus les fichiers et les sous-dossiers s'il y en avait. Je pourrais très bien avoir des sous-dossiers dans démo, je ne sais pas, dossier des images, dossier des fichiers CSS. Ce que je vais voir à la place, c'est l'interprétation de mon fichier index.php. Ceci sera maintenant affiché. Je sauvegarde, je rafraîchis, et vous voyez que même si je n'ai pas explicitement mentionné que je suis sur index.php, ce que je vois, c'est le contenu de index.php. Et si je n'ai écrit index.php, Enter, ça serait exactement la même chose. Alors, automatiquement, lorsque vous avez index.php ou index.html dans un dossier, lorsque vous allez servir le dossier ici, ou n'importe quel dossier avec index.quelque chose, vous vous retrouvez à lire index.quelque chose. Alors, assurez-vous, ça je reçois souvent des questions, « Ah, je pense que j'ai brisé quelque chose, je ne vois plus le contenu de mon sous-dossier. » En fait, si vous ne voyez plus le contenu de votre sous-dossier, c'est sûrement que vous avez un index.php qui est vide. Alors, si j'ai un index.php qui est vide, ça me donne l'impression que c'est brisé. Mais en réalité, c'est juste l'index.php. Si je venais l'enlever, delete file, je verrais à nouveau, là je suis sur index.php, mais je vais aller dans le dossier, je verrai à nouveau le contenu. Donc ça, je voulais le réexpliquer parce que maintenant, moi, je travaille avec des index.php, donc vous devez vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Je reviens, je crée un fichier index.php. Soyez conscient que ça prend absolument une extension .php pour pouvoir utiliser tout ce qu'on va démontrer avec le langage PHP. Je supprime test.php. Et là, je vais mettre juste un petit lorem ipsum que je vais sauvegarder. Je vais agrandir un peu ici. Je rafraîchis ma page. Automatiquement, le index.php est chargé. Et je vois le contenu dans ma page. Si j'inspecte avec les outils d'inspection qu'on a présentés, je vais agrandir un petit peu. Là, ça fait depuis le début de la session qu'on se pratique avec soit l'inspection HTML, les styles CSS ou la console pour le bloc 2 JavaScript. Donc là, j'assume que vous êtes assez confortable. Si j'inspecte, mis à part le fait que Chrome a généré pour moi un DOM, D-O-M, je vois tout simplement
le lorem ipsum. Alors, je me rends compte que si dans un fichier HTML, démo sans PHP, je remets du lorem, si dans un fichier .php, je fais simplement écrire du HTML, ce que je vais avoir dans ma page, dans mon navigateur, ce qui va être livré après l'interprétation du fichier, c'est du HTML. Alors, je peux écrire du HTML dans un fichier PHP exactement de la même manière qu'en HTML. Par contre, j'ai accès à des fonctionnalités supplémentaires qui sont basées sur le langage PHP. Là, je vous donne un exemple de fonctionnalité PHP. On peut écrire des variables. Écho ma variable. Et là, si j'avais une variable, elle prendrait la valeur et je pourrais l'afficher. Mais là, comment est-ce que mon navigateur va savoir? Ou plutôt, la question, c'est comment mon serveur va savoir que ceci doit être interprété comme du PHP. Il ne peut pas le savoir. Donc, si je rafraîchis ma page, j'ai simplement un affichage de PHP. Alors, si vous voulez utiliser du PHP dans un fichier .php, vous devez être explicite et utiliser une balise spécifique. La balise PHP. Alors, j'introduis la balise. Et maintenant, quand le serveur va recevoir le fichier, il va l'interpréter pour générer le contenu qui est envoyé. Tout ce qui est à l'intérieur des balises PHP va être traité comme du PHP. Ça va être interprété, ça va être transformé pour que le résultat final demeure du HTML, CSS, JavaScript. Donc, ce qui est envoyé au client, au navigateur, sera toujours un mélange de front-end, de HTML, CSS, JavaScript. Le PHP sera donc toujours transformé. Alors là, la balise d'ouverture, on l'analyse ensemble. Plus petit que, suivi d'un point d'interrogation, suivi de PHP. Et la balise de fermeture, plus grand que, point d'interrogation et plus grand que. Dès que je ferme ma balise PHP, je retourne dans un contexte où je peux écrire du HTML. Et là, je pourrais très bien, et on verra ça tantôt, réouvrir une balise ici et la fermer. Alors, j'aurai accès à cette alternance, cette cohabitation de PHP et de HTML. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, j'enlève mon HTML là, pour l'instant pour ne pas mélanger les choses. On a vu que ça prend une extension .php pour faire ça. À l'intérieur de notre fichier PHP, si je peux dire, par défaut, c'est du HTML et on doit être explicite si on veut écrire du PHP. On doit ouvrir une balise et la fermer. À l'intérieur de mes balises PHP, maintenant, je peux écrire des commandes PHP. Et la première commande qu'on va voir, c'est la commande qui permet d'envoyer du contenu à l'écran. Et là, ce contenu-là, on doit le mettre dans un format de chaîne de caractères dont on parlera plus tard. La commande est la commande echo. Si j'écris echo avec Hello World, la chaîne de caractères que je vais fournir, qui pourrait contenir des balises HTML si je voulais, ça pourrait très bien être ceci. Le contenu va être envoyé à l'écran. Alors, quand le serveur va recevoir, va plutôt interpréter index.php, il va dire, OK, parfait, ce que je veux en fait ici, à cette ligne-ci, c'est envoyer à l'écran Hello World. Alors, tout le bloc de code PHP sera transformé pour avoir, et là je vais juste copier-coller, voyons. Okay, tout ça va être interprété et j'aurai l'équivalent qui est d'envoyer ceci à mon écran. On verra plein d'autres commandes PHP, là, mais ici on vient de voir la première commande qui est echo. Dans vos lectures, vous avez peut-être lu print, peut-être même printf. Il y a d'autres commandes qui permettent d'envoyer du contenu au navigateur, au client. Dans le cadre du cours, on va servir de echo. Alors, echo avec ceci. Si je sauvegarde et je rafraîchis ma page, je vois dans le navigateur qu'est-ce qui a été interprété et livré, qui est le Hello World. Et si j'inspecte,
OK, là, il y a le DOM encore là qui a été construit pour moi. Tantôt, on va monter un DOM correctement, on va faire quelque chose d'un peu plus clean, mais Chrome est assez intelligent pour construire le DOM, le DOM pour moi. Je vois mon paragraphe avec Hello World. Et je ne vois pas la commande echo, je ne vois pas les balises PHP. Tout ça n'existera que sur le back-end, sur mon serveur. Lorsque le serveur interprète le script, la composition finale sera toujours du HTML, du CSS et du JavaScript. Alors, je reviens ici. Là. Ce qui est à l'intérieur des balises PHP sera toujours interprété de manière à pouvoir livrer un résultat qui ne contient que du front-end. Et là, on vient d'introduire notre première commande, qui est la commande qui envoie quelque chose à l'écran à partir du PHP. OK, donc, Hello World. Je reviens au diapo et... Oups, pardon. En fait, je vais juste m'assurer d'avoir tout couvert ici dans la démo. Ça, c'est fait. On en a parlé beaucoup. L'extension PHP est obligatoire. Vous ne pourriez pas écrire du PHP dans un fichier .html. Okay, on a vu qu'est-ce qui se passe si on écrit juste du HTML sans balise. C'est tout à fait valide. Et dès que je sors de mes balises, donc soit avant, soit après, tout ce que je vais écrire sera traité exactement comme du HTML. Et on verra qu'on peut alterner entre PHP et HTML sans aucun problème. C'est en fait l'objectif du langage. Ça, c'est beau. On a vu que dans le fichier PHP, on doit mettre les balises PHP. C'est beau. On a vu la première commande qui est echo. On a aussi vu là tantôt, si j'écris une commande echo à l'extérieur des balises, le serveur, au moment de l'interprétation, ne peut pas savoir que c'est du PHP. Je ne suis pas à l'intérieur des balises, alors ça va simplement être traité comme du HTML. Ça, c'est important de le comprendre. OK. Et là, pour l'instant, c'est certain que c'est un peu difficile de comprendre pourquoi on servirait du PHP avec simplement cette démonstration-là. Je pense que la démo globale avec les albums de musique était un peu plus pertinente pour vous expliquer pourquoi. Donc là, on introduit la syntaxe tranquillement. On va construire nos connaissances et au cours 10, cours 11, ce sera un peu plus facile de voir le rôle du back-end. Donc là, pour l'instant, là, gardez en tête la démo globale. Ceci ne justifierait pas l'utilisation de back-end. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On n'est pas encore rendu à écrire des scripts plus compliqués. Alors, je reviens au matériel de tout à l'heure. Il y a une autre commande que j'introduis tout de suite. Et là, ça, c'est important de la garder dans votre coffre à outils très, très proche. Quand on veut envoyer du contenu à l'écran pour un affichage que j'appellerais final, on va utiliser la commande echo. Par contre, quand on va vouloir diagnostiquer des problèmes et particulièrement avec des types de données ou des structures de données plus avancées comme des tableaux associatifs ou encore des tableaux de tableaux associatifs dont on parlera au cours 11, on a une autre commande, le var dump, pour afficher, pour domper plusieurs informations sur le contenu qu'on va mettre à l'intérieur. Et cette commande-là ne permet pas d'afficher quelque chose de poli, de propre pour un affichage final, mais va plutôt nous permettre de donner beaucoup d'informations sur la donnée qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, je vous donne un exemple. Sans même avoir introduit les tableaux encore, vous allez reconnaître la structure d'un tableau JavaScript. C'est la même chose en PHP pour le tableau numérique. Et si je fais un var dump d'une certaine information, juste pour diagnostiquer, pour voir qu'est-ce qu'elle contient à cet instant T, quand je vais rafraîchir ma page, vous voyez, je n'ai pas juste le résultat final. Donc, je ne pourrais pas présenter ceci dans une application. Là. Si j'avais des utilisateurs qui accédaient à mon application et là, ils commençaient à voir toutes ces données-là, ça n'aurait pas de sens. Ce que je vais vouloir faire là, éventuellement, c'est un echo pour afficher juste le contenu. Là. On fera ça plus tard. On va se pratiquer. Mais quand je veux diagnostiquer, particulièrement des structures de données plus avancées, VarDump va me donner plein d'infos pertinentes. Ici, je vois que ce que j'ai mis à l'intérieur de mes parenthèses de VarDump, c'est un tableau avec 2 éléments à l'index 0. On commence toujours à 0. On a une chaîne de caractères de 4 caractères qui est test à l'index 1 de notre tableau. On a une chaîne de caractères de 4 caractères qui est hello. Okay. VarDump fonctionne aussi sur des
données plus simples. Donc, je pourrais très bien dire, je veux afficher des informations, je veux diagnostiquer ceci. Et là, bon, je mets directement la chaîne de caractères, mais je pourrais avoir une variable qui contient des données, et souvent, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas exactement pourquoi mon application bug, alors je fais un var dump d'une variable à un instant T, et je m'assure que ce que j'obtiens comme résultat est exactement ce que je pensais avoir. Mais je pourrais le faire avec une chaîne de caractères. Et vous voyez ici, là, ce que j'ai. C'est pas la même chose qu'ici. Ici, j'ai de l'information par rapport à ce que j'ai mis pour mon var dump, en plus du contenu qu'éventuellement je voudrais afficher avec un echo. Alors, var dump, vraiment important de le garder proche. Et echo, c'est ce qu'on va utiliser pour envoyer du contenu à l'écran pour un affichage. Parfait. Alors, on a fait le tour de tout ceci. Oh, excusez, dernière chose. Commentaire, même chose qu'en JavaScript. 2 barres obliques. Ceci est un commentaire. J'enlève mes barres obliques. Je remets mes barres obliques. On peut toujours utiliser le raccourci. Dans mon cas, à moi, c'est commande barre oblique pour basculer entre un commentaire et une commande. Donc, je pourrais prendre plusieurs lignes en surbrillance, toutes les mettre en commentaire avec commande barre oblique et enlever le commentaire en faisant commande barre oblique à nouveau. Sur un PC, ça serait sûrement contrôle barre oblique. Donc, essayez ça. Sinon, c'est possible que ça soit commande E accent aigu, contrôle E accent aigu. Il y en a pour qui c'est ça aussi. Mais bon, le résultat final, c'est toujours de mettre 2 barres obliques pour avoir un commentaire à droite. Très pratique si vous voulez laisser de l'information, une documentation, partager quelque chose avec d'autres collaborateurs. Alors, voici l'intro. On a couvert tout le matériel dans le code. Si on vient dans les diapos ici, petit résumé pour pouvoir écrire du PHP, l'extension PHP, on doit prendre les balises. On parlera un peu plus tantôt de l'alternance avec le HTML. On a vu c'est quoi le echo, le var dump, vous pouvez lire là-dessus. Si on voulait faire un saut de ligne à partir du PHP, on aurait juste à faire un echo avec une balise BR. La balise BR qui est la balise break qui fait un saut de ligne. On va s'en servir ça aussi beaucoup dans le cadre des cours 9 à 11. On a vu le commentaire. J'insiste, ce qui est livré à l'utilisateur, ça correspond à l'interprétation que le serveur fait de votre script PHP. Okay? Le PHP lui-même ne sera pas visible dans le navigateur et c'est tout à fait logique si vous y pensez. Okay? Tout ce qui est secret d'affaires, le traitement d'un compte, je ne sais pas, vous ne voudriez surtout pas que ça soit visible pour vos utilisateurs. Vous voulez garder ça confidentiel. Ce que vous voulez, c'est livrer un résultat final. Alors, jamais on va pouvoir voir du back-end dans l'inspection dans un navigateur. OK, ça fait le tour de 2.1. C'était la mise en contexte. Je ne veux pas faire des capsules trop longues, alors plutôt que de sauter tout de suite à ce qui est variable et données, on arrête la capsule ici. S'il y a quoi que ce soit, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et on se revoit à 2.2 pour variables et données. Merci, à plus tard.